Bienvenue à tous sur le webinaire Évalue sa situation pour initier les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc aujourd'hui, je serai accompagnée de l'expert au collectif SI social et médico-social, donc Monsieur Adrien Petit, qui était aussi DSI, donc, de Gwenaëlle Renou, qui va être notre chargée de communication au sein du collectif SI. Et ainsi que de Madame Laurie Wagnon et Cécile Helleux, qui peut-être vous les connaissez, sont chargées de mission au sein du collectif également. Donc avant tout, je vous propose de mettre en place quelques petites règles pour de bonnes pratiques au sein du webinaire. Donc si vous pouviez couper vos micros, mais je pense que ça a déjà été paramétré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Je vois que les bonjours commencent à arriver, donc n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez aussi également lever la main pendant les sessions de questions-réponses qui se feront au fil de l'eau. Et enfin, nous vous informons que le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible prochainement. Il sera mis en ligne sur notre site internet. Au programme de ce webinaire, tout d'abord, nous vous présenterons brièvement le collectif SI Social et Médico-Social Hauts-de-France. Ensuite, Monsieur Petit interviendra sur la cybersécurité en chiffres, puis sur l'état de la menace en établissement de santé. Il interviendra également sur la cybersécurité en entreprise et en association et il vous présentera ensuite les 13 actions de cybersécurité. Ensuite, nous vous proposerons quelques ressources pour aller plus loin sur la thématique. Donc, le collectif ESSI est une association qui a été créée en 2021, issue de la volonté de 7 associations, donc l'ADMR, la FEAP, la FHF, Nexem, Synerpa, Luriops et Luna, de travailler ensemble autour des enjeux de la transformation du numérique, des systèmes d'information et des systèmes du numérique en santé. Donc, notre mission est vraiment d'accompagner la transformation numérique dans les ESMS sur la région des Hauts-de-France. Et donc, nous sommes financés par des fonds ARS ainsi que des fonds européens FEDER. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est bien sûr notre cycle de webinaire pour comprendre les enjeux d'un projet DUI. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé à assister à ce cycle de webinaire, vous avez dû visionner potentiellement le premier webinaire qui était sur évaluer et améliorer la maturité SI dans mon organisme, l'autodiagnostic ANAP, qui était présenté par le collectif. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le deuxième webinaire de ce cycle qui est sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Ensuite, le troisième webinaire proposera d'aborder la thématique mener un projet de coopération pour candidater au programme ESMS numérique. Le quatrième webinaire, lui, interviendra sur le déploiement d'un projet DUI, les prérequis organisationnels et techniques qu'il y a à savoir. Le cinquième webinaire, lui, sera sur le déploiement des services socles nationaux. Puis un autre webinaire sera sur la thématique du financement à l'équipement d'une solution DUI conforme pour sécuriser l'engagement d'une prestation SONS auprès de votre éditeur. Un septième webinaire vous proposera la thématique conduire le changement et accompagner les nouveaux usages. Puis le dernier webinaire qui clôturera ce cycle interviendra sur conduire un projet SI, rôle et responsabilités et ressources pour sécuriser sa mise en œuvre. Donc un beau programme à suivre. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Monsieur Petit qui va intervenir sur les bonnes pratiques à initier en matière de cybersécurité. Super, merci en tout cas pour la présentation. Belle, beau cycle de webinaire. Alors moi, je vais essayer. Donc moi, je suis Adrien Petit. Je suis membre du collectif, enfin membre, je suis présent au collectif depuis maintenant sa création finalement. Et puis j'accompagne, ou en tout cas quand on me demande d'intervenir, j'essaye de me rendre disponible. Je suis directeur informatique, hein, simplement pour information dans le médico-social. Donc à la vie active, je connais pas mal le métier au niveau informatique. Et là, je vais essayer en fait tout simplement de vous présenter pour que vous puissiez évaluer finalement vos bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Alors,
simplement un petit point rapide. Ce que je préfère, moi, c'est que l'on puisse me poser les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions, s'il y a des interactions, c'est toujours plus sympa pour y répondre en direct. Et n'hésitez surtout pas, j'ai la conversation d'afficher. On m'interpellera s'il faut, mais n'hésitez surtout pas pour que je puisse répondre en direct à vos questions et au fur et à mesure des slides. Donc, vous pouvez me poser la question directement ou lever votre main pour prendre la parole. En tout cas, voilà. Alors, la cybersécurité, finalement, comment vous dire, c'est quelque chose qui revient, qui est un peu cyclique, qui est maintenant présent un peu partout, mais c'est rarement évoqué en termes de chiffres. Donc, ça me semblait important de reprendre des chiffres qui sont présentés souvent et par l'ARS et par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on a la répartition des types de victimes par compromission uniquement rançon logiciel en 2021 et 2022. Et puis, fait nouveau, qui est secteur qui était un peu épargné finalement, les établissements de santé intègrent maintenant à hauteur de 10%, on le voit ici, les attaques par rançon logiciel. Historiquement, c'est vrai que peu de cybercriminels, cyberattaques visaient les établissements de santé. C'est en train de changer peu à peu et de manière assez drastique. 2021 a été une année exceptionnelle de par l'ampleur du nombre d'attaques par rançon logiciel. On voit qu'il y a eu quand même des chiffres assez impressionnants sur cette année 2021 sur les rançons logiciels, qui finalement représentent la majeure partie des attaques aujourd'hui sur les systèmes d'information. Mais même si 2021 était exceptionnel, on voit que 2022 se profile de mauvais auspices pour les établissements de santé. Et puis, il suffit d'ouvrir finalement avec son poste de télévision, comme je dis, de regarder les informations pour s'apercevoir qu'il y a encore aujourd'hui des établissements de santé, hôpitaux, notamment, qui font la une des journaux pour des attaques cyber et des interruptions de service quand même assez dramatiques sur certains aspects. Le dernier en date qui est paru dans les journaux la semaine dernière, ça fait une semaine que le système informatique de l'hôpital de Brest est complètement paralysé. Donc, ce n'est pas des faits finalement anecdotiques qui sont peu présents, c'est réellement la réalité aujourd'hui du terrain sur les attaques sur les établissements de santé. 2022, ben, donc, vous avez allumé vos postes, hein, il y a eu au total, j'ai compté, déjà en 2022, 12 hôpitaux de touchés. 2023, et ben, ça commence. Donc, j'espère que ça sera par contre une année un peu plus de répit pour tous. Donc, en association, en entreprise, une croissance significative finalement, comme je vous le disais, due aux impacts systémiques portés par les prestataires hébergeurs et les prestataires de services en mode cloud, en mode nuage. L'année dernière, OVH, hein, je rappelle. Alors, ce n'est pas une attaque cyber, mais c'est un événement systémique majeur, puisque il y a eu un incident, hein, vous l'avez vu dans les journaux, un data center complet qui brûle. Ça a affecté plus d'une centaine d'établissements de santé, établissements médico-sociaux. Nouveau risque depuis 2022, lié à la crise en Ukraine, avec des attaques beaucoup plus structurées, avec des attaques para-étatiques et vers des destructions totales de SI. Clairement, l'année dernière, l'hôpital de Corbeil-Essonnes paralysé. Ils s'en remettent très difficilement aujourd'hui encore. Ce n'est pas 100% résolu. Et bien souvent, et bien évidemment, on retrouve le gain financier qui est en première cible, l'espionnage et la déstabilisation, finalement, qui restent les principaux objectifs des attaquants. Vous aurez un diaporama, évidemment, et vous retrouvez ici, finalement, le panorama de la cybermenace en 2022. Que faire? Comment s'en protéger? Je dirais qu'il y a une documentation qui est assez abondante autour de la cybersécurité. Il suffit de taper ça dans Google. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et il n'y a pas de document spécifique pour le médico-social qui existait jusqu'à présent. Et puis, finalement, il y a eu un ouvrage, et qui est un ouvrage, pour moi, en tout cas, mon point de vue personnel, qui est partagé par beaucoup, qui a une parution de référence, qui est la cybersécurité pour le social et le médico-social en 13 questions.
Finalement, aujourd'hui, je n'ai pas réinventé grand-chose. Ce que je vais faire, c'est vous le présenter parce qu'il me semble très bien construit, très bien formulé, et puis vous poserez les questions. Et il reprend 13 axes qui sont essentiels dans chacun de nos établissements, qui doivent être travaillés pour nous permettre, en tout cas, d'être prêts en cas de cyberattaque et pour s'en prémunir au maximum. Et là, je vais vous dérouler finalement les 13 questions et les 13 slides qui sont hyper importantes et que vous devez finalement noter. On renvoie évidemment au guide sur la cybersécurité. L'action 1 de ce guide, excusez-moi, hein, je fais rentrer les gens aussi qui se connectent, pardon. L'action 1, connaissez-vous suffisamment votre parc informatique? Avec finalement, dans cette première action et ce premier questionnement, quelque chose d'assez simple. Dans vos établissements, vous avez des matériaux, des périphériques, des ordinateurs. Euh, Excusez-moi, des ordinateurs. Et bien, la première chose à faire, c'est déjà de faire un relevé de son parc informatique. Et puis finalement, vous voyez que sur chaque action de référence qui nous est présentée au travers de ce guide, 4 niveaux. Sur chaque slide, vous verrez, ça fonctionne à chaque fois sur le même principe, qui est très bien fait et qui est en lien avec les indicateurs de l'Observatoire Mathurin SMS. Et premier niveau, ben déjà, je vais faire un état de mon parc informatique. Je vais référencer et inventorier l'ensemble de mon parc informatique et me dire est-ce que j'ai finalement un plan de renouvellement de mon parc informatique. Il faut savoir que, par exemple, l'ensemble des postes Windows 7, Microsoft ne me les matche plus, ne les matche plus. Il n'y a plus de mise à jour de sécurité sur l'ensemble de ces postes informatiques. Avoir un plan de renouvellement finalement que vous définissez à 5 ans, ça va vous permettre, un, de mettre à jour vos périphériques sur dernières mises à jour, les derniers composants, et puis deux, de budgétiser aussi ce renouvellement. On sait que les budgets, c'est aussi le nerf de la guerre, mais ça va vous permettre de vous projeter à long terme, finalement, dans cette gestion de votre parc informatique. Une fois que vous connaissez votre parc, que vous le renouvelez, que vous le référencez, que vous avez un plan de renouvellement établi, finalement, vous allez pouvoir d'abord aussi en écrire la charte d'usage des équipements. Par exemple, dans chaque règlement intérieur, je vous invite à mettre la charte d'utilisation du matériel informatique. Est-ce que vous avez une politique en matière d'achat informatique? Le fait de vous définir un inventaire va vous permettre de mutualiser vos achats à l'année et à pas attendre qu'il tombe en panne finalement pour le changer dans l'urgence et ne plus avoir de négociation. Est-ce que sur ces systèmes, ils sont à jour? Est-ce que vous les maintenez à jour? Est-ce que l'ensemble du poste de travail est sécurisé? Et ça va rejoindre une action que l'on verra après, qui est la protection antivirale de votre poste de travail. Et puis, est-ce que vous avez une assistance informatique qui est mise en place? Alors, pas forcément en interne, ça peut être via un contrat de prestation, mais est-ce qu'il y a un contrat de maintenance sur ce matériel en cas de panne? Est-ce que s'il y a une problématique sur votre parc informatique, vous savez vers qui vous tournez et qui appeler en cas de souci sur ce parc informatique? Et c'est à vous de le prendre en main. Je tiens bien à le dire à chaque fois, mais ce n'est pas un prestataire qui doit gérer que ça. Vous devez connaître votre parc et le maintenir en conditions opérationnelles. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier axe? Je passe, hein, j'enchaîne parce que le temps nous est compté et donc je garde les questions. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein, je le répète. Pour le moment, je n'en vois aucune dans le chat. Ok, super. L'action 2, c'est finalement sur les sauvegardes. Est-ce que déjà, vous effectuez des sauvegardes régulières? C'est-à-dire qu'on ne va pas sauvegarder l'ensemble des postes de travail dans un premier temps, mais est-ce qu'on a une politique de sauvegarde? Souvent, je prends le cas du serveur sur la moquette, et malheureusement, on a encore beaucoup d'établissements qui fonctionnent avec un serveur où tu es hébergé dessus, l'applicatif métier. Je prends le cas d'un EHPAD, on a l'applicatif dossier du résident qui est dessus. Mais est-ce que ce serveur, qui est peut-être stocké chez vous encore, est-ce qu'il est sauvegardé? Est-ce qu'il est sauvegardé et à quelle fréquence? C'est-à-dire, si demain j'ai un incident sur le serveur, le feu, sans avoir une attaque cyber, rien que j'ai un incident serveur, un incident matériel, est-ce que je suis capable de continuer mon activité via une sauvegarde que je effectue tous les jours et qui n'est pas pesée sur les serveurs? Est-ce que j'ai un prestataire qui héberge finalement l'ensemble de mes données? Est-ce que je l'ai interrogé pour savoir si mes données étaient sauvegardées? Où elles étaient sauvegardées et comment? Et ça nous prémunit aussi des attaques cyber, puisque je rappelle que l'attaque préférée reste
le CryptoLocker, eh ben, un CryptoLocker, si je n'ai pas une sauvegarde et que ça affecte mes données en production, ben, comment je fais pour revenir dessus? Est-ce que mes sauvegardes sont stockées et ne sont pas atteignables via le réseau informatique? Donc, ces 4 actions, la première, c'est ben, j'en ai pas. La deuxième, c'est j'en mets une politique de sauvegarde en place et de conservation des données. Est-ce que la deuxième, c'est j'ai en place ma sauvegarde, j'ai des fréquences qui me permettent de dire et de garantir la disponibilité de l'ensemble de mes données. Si j'ai un incident, j'ai une continuité d'activité. Est-ce qu'elle est formalisée? Est-ce que j'ai une procédure d'archivage de mes données? Et puis, est-ce que finalement j'ai ma sauvegarde? Mais dernière action, est-ce que je la teste? Parce que c'est bien beau d'avoir une sauvegarde, mais malheureusement, si on doit la restaurer, il faut qu'elle soit fonctionnelle, cette sauvegarde. Et il faut s'assurer, de temps en temps, 2 fois par an dans votre plan de sauvegarde, vous tentez une restauration de votre sauvegarde sur un autre support et vous voyez si l'intégralité des données se trouve bien sur la sauvegarde et si j'arrive bien à les lire lors de la restauration. C'est essentiel de faire ces 4 aspects, et de les traiter. C'est une politique de sauvegarde ne veut pas dire de sauvegarder l'intégralité des postes, l'intégralité des données sur un poste de travail et de l'ensemble des postes de travail de l'établissement. Ça veut dire quelles sont les données sensibles, de les répertorier. Et la première des données, si j'ai un conseil à vous donner, c'est votre serveur principal d'hébergement des données. Eh bien, il faut s'y atteler et se poser la question. J'attends à chaque fois 30 secondes, hein, c'est pas pour faire un blanc, mais c'est simplement, j'attends de voir s'il y a des questions, mais il n'y en a pas. L'action 3 de ce guide, appliquez-vous régulièrement les mises à jour. C'est encore une fois, mais tout est essentiel, hein, vous allez me dire, je vais répéter souvent ce mot-là, c'est essentiel, c'est essentiel, c'est essentiel, mais la mise à jour, les mises à jour qui vous sont poussées par les éditeurs, qui vous sont poussées par les différents prestataires informatiques comme Microsoft, qui poussent des mises à jour sur les postes de travail tous les jours. Alors oui, ça embête, oui, c'est embêtant. Je ne dis pas le contraire, j'en ai aussi, hein. On gère un parc et aujourd'hui, ben, j'ai des mises à jour et mes utilisateurs se plaignent parce qu'ils ont des mises à jour qui fait que leur PC met 5 minutes à démarrer parfois. Oui, il y a des gens qui me disent ne pas voir les slides. Je vais peut-être m'interrompre 2 secondes. Je les vois de mon côté. Bon. Éventuellement, il faudrait vous déconnecter et vous reconnecter si besoin. Je pense Pour que ça peut monsieur régler le Ribardière, ça problème. fonctionne. Ok, super. Ok, c'est bon. Ah, Mais donc, je reprends mon propos. C'est embêtant de prendre 5 minutes pour redémarrer son poste de travail. Et je parle que du poste de travail. Oui, c'est embêtant parce que ben, des fois, on est pressé, on veut fermer son poste et puis ça nous met application de mise à jour. Oui, je prends le poste de travail. Mais sur le poste de travail, oui, c'est embêtant. Mais il faut le faire. Pareil pour la partie logicielle. S'il y a des mises à jour, c'est qu'il y a des incidents, c'est qu'il y a des failles qui sont découvertes, c'est qu'il y a donc à les corriger afin de se prémunir des attaques. Je tiens à le dire parce que c'est essentiel. Il y a des failles 0D, comme on appelle aujourd'hui, qui sont poussées par Microsoft, qui sont mises à jour le lendemain, par exemple, sur les postes de travail. Eh bien, il faut s'assurer qu'elles soient bien passées. Et donc, il faut, ça c'est pour les postes de travail, mais il faut inventorier l'ensemble de son SI avec l'ensemble des composants que l'on a sur notre SI. Vous avez du Wi-Fi, les bornes Wi-Fi se mettent à jour. Vous avez des équipements réseau, il faut mettre à jour les équipements réseau. Donc, il faut un inventaire de l'ensemble des composants que vous avez sur votre SI, qu'ils soient matériels ou logiciels. Et puis, dans la mesure du possible, il faut activer les mises à jour automatiques de ces mêmes équipements, qu'ils soient logiciels ou matériels, encore une fois. Il faut suivre les mises à jour et les dates de fin de support. Je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les Windows 7, par exemple, ça fait maintenant bientôt 2 ou 3 ans. 3 ans, j'ai même plus les dates en tête, hein, je suis désolé, mais qu'ils ne sont plus maintenus par Microsoft. Il ne doit donc plus y avoir de poste sous Microsoft Windows 7, poste de travail, dans vos établissements. C'est un conseil. Évidemment, on ne peut pas parfois les contraintes budgétaires, mais en tout cas, il n'est plus maintenu d'un point de vue sécurité par Microsoft. Et ça, c'est vrai pour le matériel, pour les postes de travail, mais c'est vrai aussi pour certains équipements réseau. Il y a des dates de fin de support qu'il faut connaître dans, son inventaire et qu'il faut donc changer régulièrement. Il faut avoir un parc logiciel homogène. On parle du poste de travail, mais on a des logiciels sur nos ordinateurs, par exemple. Je prends le cas d'un Office. Office, il faut savoir que Office, eh bien, il y a une date de fin de validité du support. Et une fois cette date de fin de validité support
expirer, il n'y aura plus de mise à jour et de déploiement de correctifs sur ce type de logiciel. Donc, il faut s'atteler à les changer, les mettre à jour, passer à la nouvelle version. Et il faut formaliser un plan de maintenance prévisionnel des différents logiciels pour anticiper tout cela. Et encore une fois, on rejoint finalement l'action 1 du poste de travail. Ça vous permet aussi de budgétiser un minima sur 5 ans, sur 10 ans, votre budget SI nécessaire pour continuer à avoir le maximum de sécurité. Bon, celui-là, l'action 4, utilisez-vous un antivirus? J'espère que l'ensemble des organismes utilisent un antivirus, qu'à minima, il est installé sur les postes. Je pense que c'est le minimum du minimum, mais j'ose espérer que c'est partout le cas. Et puis, son antivirus, ça va plus loin. Il n'y a pas seulement la question de l'antivirus sur l'ensemble des équipements, mais il y a aussi, alors je me suis trompé, je vois, mais bon, peu importe, je vais faire la slide moi-même, il y a aussi le fait de traiter les alertes qu'il y a sur l'antivirus, de vérifier que son antivirus, il est bien déployé, managé, et qu'il y a bien l'ensemble qui est sécurisé. On a des antivirus installés sur les postes, il y a des alertes de sécurité. Il faut savoir que souvent, vous avez des consoles qui vous permettent, vous ou un prestataire extérieur, de vous faire des rapports journaliers sur l'ensemble des alertes qu'il y a pu y avoir sur l'ensemble de votre parc. Et donc, il faut les traiter, ces alertes. Est-ce que c'est des vrais positifs? Est-ce que c'est des faux positifs? Est-ce que ça vient en quarantaine? Il va le faire de base. Mais est-ce qu'on l'a fait aussi à notre niveau? Est-ce qu'on l'a traité? Est-ce qu'on est au courant de ces alertes-là? Et ça, c'est essentiel de le mettre en place. Est-ce que sur votre parc informatique, outre l'antivirus, vous le gérez? Est-ce qu'il y a des pare-feux? Et ça, on va y venir juste après. Mais c'est essentiel de maintenir et de gérer son antivirus. Une fois qu'il est installé, il ne s'arrête pas, en fait, un antivirus. Il faut le manager, il faut le traiter. Et il y a des consoles qui nous permettent de traiter l'ensemble des antivirus de son parc informatique. La politique de mot de passe. Ça me fait rire parce que ce matin encore, et ça va sans doute rappeler beaucoup de choses, mais avoir une politique de mot de passe robuste, c'est d'abord en avoir une de politique de mot de passe, et donc d'avoir des mots de passe sur ses postes informatiques et sur l'ensemble de ses logiciels. Quand on a des mots de passe, il faut une politique pour formaliser cette gestion des comptes utilisateurs, et les comptes utilisateurs qui sont ouverts doivent être fermés quand le salarié n'est plus présent dans la structure. Et puis, la politique de gestion des authentifications sur les différents logiciels se doit d'être écrite et adaptée. Et puis, elle doit être aussi adaptée aux utilisateurs. Et il faut, quand on a cette politique-là, aussi communiquer auprès des utilisateurs et les former sur cette gestion. Et ça, c'est un point de vue que je vous donne, mais le mot de passe noté sur un post-it, sur un ordinateur portable, et quand on l'ouvre, on découvre le mot de passe, ça, vos utilisateurs, il faut les former pour leur expliquer que ça, c'est pas une gestion sécurisée de leur outil informatique. Aujourd'hui, un poste portable volé dans un établissement, il faut se dire c'est potentiellement des données compromises. Et puis cette politique d'annuaire et de gestion des authentifications, elle doit s'appliquer pas seulement à l'ordinateur, mais elle doit s'appliquer aussi à l'ensemble des logiciels, dossier du résident par exemple. Combien de fois je vois des dossiers résidents avec un mot de passe où c'est AZERTY? Ça ne doit pas être possible. Et il doit être ajusté en fonction de chacun. Une politique de mot de passe conforme ANSSI. Vous retrouverez sur le site de l'ANSSI, vous tapez dans Google, ANSSI, politique mot de passe. Premier lien sur Google, vous allez retrouver une politique de gestion de mot de passe qui va être conforme à l'ANSSI. Elle est très intéressante et elle est mise en place assez facilement. Et puis, l'authentification forte, quand il est possible de l'activer, la double authentification, par exemple, sur la messagerie. Combien j'ai déjà vu de boîtes mail piratées, que ce soit au niveau de direction générale ou de directeurs d'établissement, ils se font prendre leur mot de passe parce qu'ils se sont connectés sur un Wi-Fi public quand ils étaient en vacances et finalement, il a été transcrit en clair. La double authentification va vous prémunir de l'ensemble de ça. Alors, je ne vois pas de questions encore, donc j'enchaîne. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais peut-être prendre une pause de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes pour laisser le
temps aux gens de réfléchir éventuellement. Est-ce que c'est clair déjà pour vous pour l'instant? Je sais que ça fait beaucoup, hein. Finalement, vous allez avoir le lien, je le répète, vers ce guide qui est très bien fait, qui est beaucoup plus étoffé que ce que je fais là. Là, j'invite finalement en 1 heure à aller consulter ce guide et à prendre l'ensemble des actions. Et de les traiter, pas toutes, en 1 semaine, c'est pas possible. Même moi, à mon point de vue, pourtant on essaye de se structurer, on n'a pas pu tout traiter, mais de se donner des objectifs à 6 mois, à 1 an, d'en traiter une action par mois et de la mettre en place pour tendre vers, vers les 13 actions mises en place. Il n'y a pas, toujours pas de questions? Toujours Non, pas dans le apparemment. chat. Bon, C'est que c'est très clair. c'est bon, tant mieux, parce que des fois je me dis que je parle chinois, donc c'est bien de me le dire. Des fois je me dis, je vais peut-être, il ne faut pas hésiter, hein, si ce n'est pas clair pour vous d'ailleurs, hein, je le prendrai pas mal, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas très susceptible, donc pas de souci par rapport à ça, vous pouvez me couper, il n'y a pas de souci. Action 6, avez-vous activé un pare-feu? Il faut savoir que de base, un poste de travail, bien souvent, il y a un pare-feu qui est installé sur le poste de travail. Vous le voyez souvent, hein, faire cette petite apparition en bas à droite, il vous fait un petit message, vous devriez régler tel problème, et ça, c'est votre pare-feu. Et puis, par défaut, il est installé sur l'ensemble des postes de travail, il est paramétré par défaut, comme c'est bien dit au-dessus. Alors, c'est là où je l'ai confondu de slide, mais c'est pas grave. Je viens de voir que j'avais mal fait ma slide. Bon, bref, c'est pas grave. Mais il faut finalement activer les pare-feux, les gérer, et puis vérifier l'ensemble des équipements de sécurité. Le pare-feu, c'est pas seulement sur le poste de travail. Un pare-feu doit être installé dans chacun de vos établissements, sur les réseaux, sur votre réseau d'établissement. Qu'il soit géré par finalement les petits établissements, qu'il soit géré par votre opérateur pour vous prémunir des intrusions ou pas. Il se doit d'y avoir un pare-feu sur vos établissements. C'est un équipement de sécurité, hein, finalement, qui vous garantit que vous contrôlez les flux qui rentrent sur votre réseau. Vos prestataires vous les conseillent souvent, mais ils vous les mettent en place et puis finalement, vous en avez souvent dans les établissements un petit pare-feu. Pas vous citer de marque, mais vous avez un petit TorchShield qui est installé, vous avez un petit Fortinet, peu importe, qui est installé. Il est mis en place et puis finalement, on n'a pas vérifié, on l'a mis en place, on a mis quelques règles. Notre prestataire nous dit tout va bien, mais on ne vérifie pas en fait dans le temps si ce qui se passe dessus. Encore une fois, ça rejoint un peu l'antivirus, mais vous devez, et là je passe tout de suite à l'action 3 parce qu'avoir un pare-feu qui est installé, bon, vous devez vérifier les logs de ce qui se passe sur votre pare-feu. Il faut y avoir une surveillance sur votre réseau de ce qui se passe et ce qui passe sur votre pare-feu et ajuster les règles en fonction de ce qui passe. Par défaut, un pare-feu ne doit pas tout laisser passer. Par défaut, un pare-feu doit justement refuser. Et vous devez autoriser ce qui est pour vous de l'ordre du normal. Et un pare-feu refuse tout de base et on ouvre les règles au fur et à mesure. Et on fait des tests d'intrusion annuels quand on est au summum de sa sécurité pour vérifier son pare-feu et vérifier que celui-ci est bien calibré en fonction de notre sécurité. Pardon. Typiquement, nombre d'établissements que j'ai vus, puisque j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns, et même chez nous, qui ont un petit pare-feu au départ, et puis, bon, par facilité, on a tout ouvert hein, quand même. Vous savez, parfois, on avait des sites qui étaient bloqués, c'était embêtant. Hein. Ah bah oui, mais c'est le principe du pare-feu, on autorise les sites, on les bloque, et on autorise, et on ajuste, si le site, il est effectivement pas légitime, on ajuste sa politique de sécurité. Dans le N5, c'est de prendre, c'est le N4 finalement, ce que vous me dites, Sébastien, je me permets, hein, c'est ce que vous dites, c'est de réaliser un test d'anti-intrusion annuel. C'est ce qui relève de boîtes de sécurité, je peux en citer comme Orange Cybersécurité, qui vient chez vous et qui fait un test d'intrusion. Et qui va vous faire un relevé finalement de ce qui va pas,
ce qui doit être corrigé rapidement, et puis ils vont proposer un certain nombre d'actions de remédiation assez faciles à mettre en place. Parce qu'en fait, finalement, et ça j'insiste bien, mais sur chacune des slides, ça peut faire peur, mais il y a très rapidement des petites actions, comme on dit en informatique, des quick wins, des actions finalement où on gagne beaucoup de points de sécurité par simplement la mise en place de 2-3 bricoles. Et je dis ça parce que vraiment, je l'ai vécu d'un point de vue personnel, hein, où je suis actuellement. Eh bien, on a un Active Directory comme un annuaire finalement des connexions, et il y avait 3 clics à faire pour activer une sécurité. C'est un quick win chez Microsoft parce qu'on a des points chez Microsoft de sécurité. Sur 200 points, ça nous en a fait gagner 35 par 3 clics. Aucun impact de sécurité. Et finalement, il y a des prestataires qui peuvent vous accompagner pour, et ça rejoint un peu sur le pare-feu, qui peuvent vous accompagner pour des quick wins. Je vais bloquer ça, boum. Je vais tout de suite renforcer ma sécurité par X points. Par exemple, il faut savoir pour les gens qu'on peut interdire des IP par géolocalisation sur un pare-feu, ce que moi, par exemple, on a fait, c'est un quick win. Eh bien, on a interdit tous les pays, toutes les IP qui venaient de pays plus sensibles à de cyberattaques. Corée du Nord, bon, ça va assez vite, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de cyberattaques qui viennent de certains pays. Je ne vais pas hésiter parce que je n'ai pas envie de faire qu'on me dise que je pointe du doigt certains pays, mais on sait qu'il y a des cyberattaques qui viennent de pays. Ben, on bloque ces IP rapidement sur son pare-feu. Toutes les IP qui viennent de ces pays-là, ils sont bloqués par défaut. Et on ne sort pas, ils ne rentrent pas sur notre réseau. Et puis déjà, ben, c'est un quick win. Sur notre pare-feu, on va se prémunir de toutes ces attaques qui viennent de ces pays. Et finalement, c'est des actions assez rapides. Quand on a un pare-feu, souvent, c'est pas bien compliqué on l'a déjà notre pare-feu finalement, de mettre en place ces quick wins. Et on peut avoir des prestataires qui peuvent nous accompagner, on peut avoir des gens qui peuvent nous accompagner pour faire ces quick wins-là. Et j'insiste bien sur ça, hein. Et c'est pour ça que les 13 actions sont très bien faites et qu'on les présente. Je ne fais que présenter ces actions-là, mais que vous dire, voilà, il y a des quick wins possibles sur chaque action, très rapides à mettre en place et qui vont vous faire gagner beaucoup de points dans vos têtes et aussi d'un point de vue de ces 13 actions sur la sécurité de votre ESI. L'action 7, c'est on a tous une messagerie, hein, que ce soit Office, que ce soit un serveur Exchange, que ce soit hébergé, que ce soit tout ça. Bien, on a une messagerie. On a une messagerie et il faut savoir que, j'ai plus les chiffres en tête, mais un pourcentage plus qu'important des cyberattaques passe dans un premier temps par un mail que l'on reçoit. On a ouvert la pièce jointe et puis malheureusement, c'était pas une pièce jointe très légitime. Vous le voyez tous, hein, on reçoit combien de fois on a reçu des mails qui nous disent peux-tu m'appeler en urgence s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, d'une personne que l'on connaît. On se dit tiens, qu'est-ce qu'il veut, et en fait on se rend compte que c'est pas la bonne adresse mail. Donc une messagerie, c'est comme tout, ça se sécurise. Et puis pour la sécurité de la messagerie, c'est premier aspect, c'est est-ce que finalement j'ai un antivirus de présent, un anti-spam, un antivirus en amont de mes boîtes aux lettres professionnelles, qui va vérifier et qui va prévenir, pas à 100%, puisque le 100% n'existe pas, mais sur 99%, la réception des fichiers qui peuvent être infectés et reçus par mes professionnels. Et puis, je vais utiliser la MSS, mais vous l'avez bien entendu, c'est quand même maintenant rentré dans les mœurs pour les données, les échanges de données de santé. Et puis, quand j'ai ce système d'analyse et d'antivirus, est-ce que j'ai finalement des outils formalisés pour signaler quand un professionnel chez moi reçoit un mail qui lui semble suspect, comment il fait pour le signaler? Comment il fait pour le signaler, que ce soit traité par un service dédié, par notre intégrateur, par la personne qui est en charge de notre sécurité de messagerie pour sécuriser cela? Est-ce que j'ai activé le chiffrement de ma messagerie sur mon serveur de messagerie que j'héberge peut-être, ou sur d'autres sur mon hébergeur que je l'interroge pour qu'il l'ait fait? Est-ce que le serveur qui héberge ma messagerie finalement est sécurisé et dispose d'un chiffrement? Et puis, alors là, c'est l'action N4, il ne faut pas les exposer directement sur Internet. Là, ça va être un point de vue purement personnel. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je pense, ont une messagerie qui est hébergée.
Je pense. Je fais peut-être un raccourci, mais je pense. Vous êtes tous sur Office 365 ou ailleurs. Donc, vous allez me dire, bah, du coup, la sécurité, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Je vais faire un petit aparté là-dessus parce que ça me semble essentiel. Une messagerie sur Office 365, elle est hébergée par Microsoft. Mais la sécurité, c'est Microsoft en assure une partie, évidemment, de base, mais vous devez aussi la mettre en place. Vous devez aussi vous en assurer. Et ça, on oublie bien souvent quand on est hébergé que bah, la partie sécurité, on doit aussi s'en préoccuper. Ce n'est pas parce qu'elle est hébergée par un tiers que la sécurité est assurée. Et il faut donc vraiment, j'insiste, hein, se renseigner, vérifier tous ces aspects-là. Je vais juste dire, je ne fais pas de pub pour eux, mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont hébergés par Microsoft aujourd'hui, sur les services Office 365 ou ailleurs. Vous retrouvez une partie sécurité avec, encore une fois, des points qui sont attribués sur votre messagerie et si elle est sécurisée. Vous avez 100% et finalement, si vous regardez votre note et que vous cliquez dessus dans l'onglet sécurité, ben, vous allez avoir 20%. Et encore une fois, des quick wins à mettre en place, des actions rapides qui vont vous faire gagner rapidement des points et vous assurer une sécurité plus accrue sur votre messagerie. L'anti-spam, pour moi, est aujourd'hui un élément incontournable à disposer sur sa messagerie. Quand je vois les statistiques de notre anti-spam, là, je vais parler plutôt du rôle DSI Viactive. Quand je vois les statistiques de mon anti-spam, je dis que sans anti-spam, peut-être, ça serait pas catastrophique, mais ça serait sans doute beaucoup plus compliqué de se prémunir de certaines attaques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, toujours pas. Toujours pas. Alors, là, on va rentrer dans quelque chose d'assez sensible, qui est les usages informatiques. Aujourd'hui, quand on a pris en place son action 5, qu'on a une politique de mot de passe, qu'on a une politique de gestion des utilisateurs qui est définie, on a créé des comptes utilisateurs qui sont dédiés à chaque salarié, on a un collaborateur, on lui remet un poste de travail, on lui donne son ordinateur et puis finalement, il est administrateur de son poste. Hein. Bah oui, c'est tellement plus simple qu'il puisse installer, déranger à chaque fois, ses propres logiciels, c'est son ordinateur finalement de travail, mais il a le droit, puisque c'est plus simple, il peut s'en servir et puis installer un ou deux logiciels dans le cadre de son travail, bien évidemment. Et bien, encore une fois, un utilisateur est utilisateur de son poste et il faut identifier les comptes administrateurs qui sont présents sur vos postes de travail. Et il faut limiter, l'action 2, aux stricts besoins opérationnels, les droits d'administration sur les postes de travail. Un utilisateur ne doit pas être administrateur de son poste pour moi. Il ne doit pas être administrateur de son poste. Pourquoi? Parce que bien souvent, il va vouloir, mais encore plein de bonne volonté, mettre en place un logiciel et télécharger un logiciel pour les pictogrammes dans un IME pour l'affichage de pictogrammes dans le cadre d'un projet. Et il va télécharger le premier logiciel et puis il va l'installer, mais sauf qu'il l'a pris sur un site qui n'était pas très légitime. Il l'a installé et puis finalement, il a fait entrer un cheval de Troie sur son poste de travail qui va ensuite contaminer le réseau. Alors, je vais loin, mais malheureusement, c'est le cas. Et il faut limiter et filtrer ces droits d'administration. À minima, et je vais prendre la question de Sébastien, du coup, on fait comment quand c'est le directeur qui demande à être administrateur? Bon, on fait preuve de pédagogie et d'explication. On lui explique que malheureusement, d'un point de vue sécurité, alors je le sais, hein, je l'ai vécu quand j'ai coupé tous les accès administrateurs sur l'ensemble de mes postes, mais que quand on doit installer un applicatif, on passe par le système informatique qui va vérifier, qui va l'installer et s'assurer en plus de maintenir en condition opérationnelle le poste de travail. Alors je sais, c'est pas évident à faire au départ, et puis ça va rejoindre une action qui est encore moins évidente après, mais c'est malheureux, enfin c'est une bonne pratique. On doit distinguer l'utilisateur de l'administrateur. Et un utilisateur ne peut être administrateur. Voilà. Je comprends la question, je l'ai vécu. Je sais que c'est pas évident de dire non, surtout à son directeur, mais c'est la pédagogie et l'explication finalement. Et puis le filtrage à Internet, pareil, hein, ça revient sur le pare-feu, mais on n'ouvre pas tous les sites Internet
parce que c'est plus simple et parce que de temps en temps, il y a un site bloqué alors qu'il ne devrait pas l'être. On le débloque si c'est légitime, mais on ne débloque pas tout pour faciliter la vie de son réseau et de ses maintenances finalement. Ça rejoint la partie assistance informatique qui est un utilisateur ne doit pas rester sans réponse, mais du coup, il faut s'interroger sur quand ils ont un problème informatique, vers qui ils se tournent et est-ce qu'ils connaissent la procédure et vers qui ils se tournent. Et finalement, un directeur, eh bien, il est comme un utilisateur finalement de son outil informatique. C'est le SI qui est garant de la sécurité. Et donc, c'est lui qui doit valider. Et ça, c'est encore une fois un point de vue personnel. Je le comprends, mais voilà. Je sais que c'est pas évident, Sébastien. Je le conçois puisque je l'ai vécu. Mais c'est des choses à expliquer et, et reprendre les 13 actions finalement que je vous présente pour lui présenter et lui dire non, mais moi, je ne fais que suivre les 13 actions. Voilà. Voilà un peu. Et puis, l'utilisation d'un réseau dédié et cloisonné pour l'administration du système d'information, ça, c'est dans le cadre du SI. Le SI ne doit pas être atteignable quand on fait des opérations d'administration sur son SI, sur ses serveurs, etc. On ne doit pas être sur le même réseau, on doit être sécurisé, on doit être un peu à part et tout le monde ne doit pas pouvoir se connecter sur l'administration du système d'information et sur les serveurs. Il faut passer par un bastion, ce qu'on appelle souvent, ou d'autres solutions qui existent de cloisonnement de son administration de système d'information. Encore une fois, vous allez me dire c'est une action compliquée à mettre en place, etc. Oui, mais c'est pour tendre vers, toujours. Le nomadisme. Ah là là. Alors là, on va venir à un sujet très délicat. Très délicat parce que les actions sont délicates à mettre en place. Bien souvent, dans nos organisations, par facilité, on va autoriser parfois un professionnel à venir se connecter sur le réseau avec son ordinateur personnel. Oui, d'accord, mais son ordinateur personnel, comment il est sécurisé? Comment celui-ci est sécurisé puisqu'on ne le matche pas, on ne le connaît pas, son poste. Et qu'est-ce qu'il en fait chez lui? Il vient se connecter sur le réseau de l'établissement et puis avec le temps, on va lui mettre l'accès au serveur hein, parce que quand même, il faut bien qu'il travaille. Ah oui, mais non, c'est pas sécurisé. Donc l'action 1, c'est d'abord on réserve l'utilisation exclusive à du matériel professionnel. Et s'il y a du matériel personnel, il vient sur un autre réseau qui est sécurisé, scindé, et sur lequel il ne pourra pas accéder aux ressources de l'établissement, ou à certaines, via l'utilisation de solutions, mais de sécurisation. Et puis, quand on se connecte à distance, on va utiliser une sécurité type VPN, que vous devez connaître, hein, puisque le Covid a fait que ce mot VPN est assez connu maintenant dans l'univers de l'informatique et même des utilisateurs finaux. On va utiliser un VPN pour se connecter et protéger ses accès au réseau de l'entreprise. Et puis là, à l'action 3, vous allez me dire, voilà, ça c'est compliqué. On va bloquer les connexions d'équipements périphériques. Typiquement, les clés USB, eh bien, on sait que ces vecteurs, et je le sais, je comprends la difficulté, puisque moi-même, j'ai commencé, mais là, je parle d'un point de vue perso, mais il y a encore malheureusement des utilisateurs sur lesquels c'est très compliqué, mais on va bloquer l'utilisation de clés USB. Parce que les clés USB, elles vont sur le poste A, sur le poste B, sur le poste C, et puis elles vont se balader chez la personne, et puis, ça va transporter des virus. Et on sait aussi que comme les mails, les clés USB, le périphérique amovible, sont vecteurs de propagation de manière assez conséquente de virus. Quand je dis virus, c'est au sens large hein, du terme. Et puis, le chiffrement des données, l'absence de conservation de données en local, ça revient un peu sur la partie poste de travail que j'ai dit tout à l'heure. Combien de salariés ont perdu chez vous leur poste de travail ou parce qu'ils ont été mangés, ils l'ont laissé dans le coffre, au mieux des cas où ils l'ont laissé sur les sièges arrière et puis ils se sont fait casser la vitre et puis quelqu'un est venu prendre le poste. Oui, d'accord, c'est pas grave parce que, entre guillemets, bon, il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a toutes les données dessus. Est-ce qu'il y a des données de santé? Est-ce qu'elles sont chiffrées? Parce qu'il faut savoir, je prends votre poste de travail, je l'ouvre, je prends le disque dur, je peux le brancher n'importe où. Est-ce que s'il n'est pas chiffré, ben, je vais pouvoir finalement lire l'ensemble des données qui sont stockées sur le poste de travail? L'ensemble des données qui peuvent être sensibles. Je ne vais pas citer des cas, mais il y a eu des cas de postes de travail volés avec des données très sensibles dessus, qui se sont retrouvés à plein air finalement, livrés à la merci. Donc il faut les sécuriser et les chiffrer.
Aujourd'hui, il y a des outils, simplement, par exemple, sur les postes Microsoft ou Windows, vous avez des outils intégrés qui permettent le chiffrement des données de facto, et c'est inclus et c'est gratuit. Il faut juste le maintenir, et comment vous le maintenez, comment vous le mettez en place, etc. Je continue, toujours. Pas de questions? Pas de questions. Tant mieux. Ou je suis très clair ou je suis très ennuyeux. C'est pas grave. J'espère que c'est la première option que vous retenez. Comment vous informer, vous sensibiliser vos collaborateurs? Pareil, on l'a dit tout à l'heure, mais combien d'attaques seraient évitées si on avait sensibilisé et si l'utilisateur avait fait preuve de... Alors c'est facile, encore une fois, c'est un utilisateur, donc il pense que tout est sécurisé parce qu'il y a un antivirus, parce qu'il y a un anti-spam, parce qu'il y a tout ça. Mais l'utilisateur, il faut le former. Il faut vraiment le sensibiliser aux sécurités, à la sécurité du SI. Dès l'embauche, ça doit être dans le règlement intérieur, on doit lui remettre un petit livret de sécurité. On doit le rappeler à chaque fois lors des réunions. Informer sa direction générale aussi et le répéter, le répéter, le répéter. Il faut avoir un programme de formation prévu au sein du plan de développement de compétences en matière de sécurité. Former les utilisateurs sur la sécurité et sur les positions à adopter en cas de... Je reçois un mail sensible qui me semble pas légitime, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? De base, un utilisateur, il ne sait pas. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire transférer et puis il va l'envoyer au SI, puis à son directeur en disant voilà, j'ai reçu ça, je pense que c'est un spam. Ben, c'est peut-être pas la bonne action à entreprendre de diffuser le spam ou le virus auprès de l'ensemble des utilisateurs. C'est peut-être pas ça la bonne action. C'est surtout pas ça. C'est de le signaler, mais peut-être pas de le transférer à la terre entière. Et je l'ai vécu. Un utilisateur qui transfère auprès de la direction, auprès de 10 personnes. Je crois que c'est un virus, faites attention. Oui, d'accord, mais en plus de ça, tu viens de le propager. Donc, il faut le former, il faut lui expliquer la position à adopter quand il a ce type d'action, quand il a une alerte. Il faut lui expliquer aussi que les mises à jour, j'en reviens tout à l'heure, le poste de travail, oui, c'est embêtant. Et je l'ai tous les jours. Pas tous les jours, j'exagère, mais très fréquemment, on me dit ah, mon poste, il se met souvent à jour. Là. Oui, mais c'est plus pourquoi, on lui réexplique pourquoi il se met à jour, pourquoi c'est important, pourquoi on force les mises à jour sur les postes de travail. Parce que c'est des mises à jour de sécurité. Et puis, la dernière action, la réalisation de certifications pour plusieurs professionnels dans les structures. Le RSSI, évidemment, mais aussi des relais dans les établissements. Quand on a plusieurs établissements, d'avoir des relais et des certifications sur certains professionnels. Ça, c'est pour moi une action qui est primordiale. La sensibilisation, elle est essentielle. Que les utilisateurs se rendent compte qu'on n'est pas comme à la maison, souvent. On pense que le poste de travail, c'est comme à la maison. Non, on n'est pas comme à la maison. Moi aussi, mon poste de travail professionnel, il est beaucoup plus sécurisé que mon poste à la maison. Mais je n'ai pas le même usage, je n'ai pas les mêmes données. Mon poste à la maison, je vais sur... puis d'ailleurs, ça me regarde moi. Là, ça regarde l'entreprise. Ça regarde les données de l'entreprise. En matière de charte, quelle est la charte pertinente? En effet, j'ai des chartes de 24 pages. Merci. Il y a plusieurs... moi, je l'aborde de différentes manières et en plus, le RGPD là-dessus nous a un peu aidés. Alors, c'est un point de vue personnel. Moi, j'ai une charte de bonne pratique de l'utilisation des outils informatiques que je répète aussi dans le règlement intérieur. Et après, on peut aller beaucoup plus loin sur des chartes d'utilisation beaucoup plus abondantes. Mais déjà, la première chose, c'est la charte d'utilisation du matériel informatique dans le règlement intérieur qui doit être mise pour ceux qui n'ont pas. Ça, c'est mon point de vue. Et ensuite, c'est la charte de l'utilisation informatique qui doit être complètement indépendante. Oui, je ne sais plus combien elle fait de pages, mais oui, ça peut faire 24 pages sans problème, même beaucoup plus. Mais encore une fois, il faut que ce soit distribué, lu, etc. Et je pense que des petits webinaires ou des petites sensibilisations d'une heure dans vos structures autour de la sécurité, en reprenant les 13 actions finalement qu'on voit là, que tout le monde peut décrire, que tout le monde peut envoyer. Le guide, voilà, tout le monde peut l'envoyer à l'ensemble de sa direction, au moins, pour qu'ils en prennent connaissance, et de ses utilisateurs, les sensibiliser après au travers d'axes de formation. Je ne réponds pas à la question, je n'ai pas la réponse. Chacun adapte en fonction de ses établissements, mais à minima dans son règlement intérieur, et après avoir une charte d'utilisation du SI me semble aujourd'hui primordial. Ah, on s'est fait attaquer, on a fait les 13 actions et puis finalement on a eu une cyberattaque
vers qui on se tourne, c'est souvent compliqué, c'est souvent pas décrit. Et puis, vers qui on se tourne, c'est autre chose. Mais surtout, on s'est fait cyberattaquer, comment on assure la continuité? Euh, il faut organiser des exercices de crise cyber. Ça veut dire, je simule une attaque, j'éteins peut-être, je sais pas, je simule une. Et il y a des sociétés capables de vous accompagner là-dedans, hein, ou de vous faire vous-même. Mais en cas d'incident, qu'est-ce que je fais? Et finalement, euh, je vais simuler une attaque. Et comme ça, en cas d'attaque, comme tout, hein, je vais savoir y répondre. J'ai une procédure et je ne suis pas en train de chercher partout. J'ai une procédure bien décrite en cas d'un incident qui me permet d'appeler mon prestataire. J'ai son numéro. Déjà, j'ai une grille d'escalade. J'ai des dispositifs qui me permettent de le mettre en place et je ne suis pas dans la précipitation. Et puis, pardon, parce que je vois le temps qui file. Excusez-moi. J'ai mis en œuvre des contrôles et des audits de sécurité réguliers avec des actions correctives associées. Pour moi, le premier point, c'est je suis dans mon établissement, j'ai une procédure que tout le monde connaît, même le week-end, parce que je suis un EHPAD et je suis ouvert 24/24/7. J'ai une procédure qui me permet, tout comme quand j'ai une procédure d'incident avec un résident dans un EHPAD, pas d'incident, mais j'ai dans la continuité des soins, en cas de cyberattaque, voilà. Action 1, c'est ça. Et je sais, chaque personne sait ce qu'elle doit faire en cas de. Et comment réagir en cas de cela. Pardon? En cas d'événement indésirable, je pense. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai la fiche d'événements indésirables et j'ai la fiche d'événements de cyberattaque. C'est un événement indésirable. Ça, on doit en faire partie d'ailleurs. Et ça ne doit pas arrêter la continuité du soin. Dans les hôpitaux, ils l'ont depuis des années. Hein, et je pense que dans le médico-social, on doit s'y atteler à l'avoir. Parce que ça va arriver. Et c'est déjà arrivé. Je tiens à le dire, hein, tout ce qu'on décrit là, les actions, etc., même si elles sont en place, ça ne va pas forcément vous prémunir de tout. Et vous savez comment réagir. Et déjà, même vous, ça vous permet de ne pas réagir à chaud et de savoir quoi faire. Voilà. Je continue, hein, je suis désolé parce que je vois le temps qui file. La police d'assurance cyber, c'est des choses très faciles à faire. Hein. Très facile à faire. Vous contactez votre assurance. C'est des clauses qui se font de plus en plus, qui sont mises en place dans beaucoup de contrats d'assurance. D'ailleurs, certains antivirus incluent maintenant des assurances cyber de facto et qui vont vous permettre de, de, de accompagner et de payer aussi certaines prestations si vous êtes attaqué. C'est une gestion structurée des risques et formalisée par une méthodologie dédiée, cartographie des risques, pareil, hein, et la classification. Donc, quand vous allez le souscrire, ça va aussi, ils vont vous demander un certain nombre d'éléments, ça va vous permettre de formaliser certaines choses, jusqu'à la signature d'un contrat d'assurance qui couvre l'ensemble des risques cyber auxquels vous êtes exposé. Ce contrat d'assurance, tous les assureurs aujourd'hui le proposent. C'est devenu monnaie courante. Voilà. Je ne vais pas m'attarder, je continue pour essayer de finaliser. Et puis, la relation avec les tiers. Maîtrisez-vous les risques numériques liés à vos relations avec des tiers? Est-ce que vous avez identifié les contrats et les missions que vous avez confiées autour de votre récit? On a souvent beaucoup de prestataires, beaucoup de prestataires, mais est-ce qu'on a vérifié? Est-ce que, par exemple, vous avez un hébergeur, il vous dit, moi, je suis hébergeur de données de santé, pas de souci, vous avez signé chez lui, vous dites, je suis en sécurité. Mais est-ce que vous avez vérifié qu'il avait encore la norme ISO de la certification d'hébergement de données de santé? Est-ce qu'il fait partie des prestataires référencés par l'ANSSI? Est-ce que ça, on le vérifie de manière assez régulière? Régulière, c'est quoi? C'est tous les ans, une fois par an. J'interviens, je rencontre mes prestataires, je leur demande l'ensemble des documents. Comme vous le faites finalement pour certains autres aspects. Est-ce qu'ils font leur déclaration URSSAF aujourd'hui? Parce que finalement, ils ont toujours la certification HDS. Puisqu'on peut la perdre. Est-ce qu'ils sont toujours ISO? Et ça, c'est des vérifications qui doivent se faire de manière fréquente. Pareil, hein, ça rejoint un peu ça, mais vous avez dans vos contrats bien souvent je reviens sur le pare-feu, vous avez souvent signé 2 interventions par an de maintenance du pare-feu. Est-ce qu'ils les font bien finalement? Est-ce que vous les avez signés, vous les payez, hein? Est-ce qu'ils les font bien? Et est-ce que vous vérifiez qu'ils sont toujours accrédités pour intervenir sur ce type d'équipement? Est-ce qu'ils sont toujours certifiés? Vous l'ont vendu à l'époque, il y a 5 ans. Ils étaient certifiés.
qu'ils le sont toujours? Est-ce qu'ils ont toujours ces certifications-là? Voilà, donc ça, c'est rebalayer l'ensemble des risques avec vos tiers qui peuvent intervenir chez vous. Voilà pour moi, j'espère que c'était assez clair. J'espère. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'ai essayé de faire court parce qu'il me reste 2 minutes et puis, je vais laisser la parole s'il y a des questions et sinon, merci à vous pour votre écoute active. Je laisse la main du coup à Merci Céline. monsieur Petit. Merci Adrien. Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On prendra quelques minutes, pour y répondre et en attendant, si vous souhaitez aller plus loin sur la thématique, voilà, le collectif ainsi qu'Adrien, nous vous proposons vraiment d'aller voir, le guide de l'ANS sur la cybersécurité, pour le social et médico-social en 13 questions. Donc c'est vraiment le document de base qui vous a été, proposé aujourd'hui et qui a été, présenté, de manière vraiment, pertinente, par Adrien et comme il l'évoquait en début de présentation, le panorama de la cybermenace en 2022, vraiment une ressource aussi très intéressante, si vous souhaitez, en savoir plus sur le sujet et des actions qui ont pu être mises, en place par la suite. Je vous rappelle aussi, le cycle de webinaires, donc les prochains webinaires ainsi que les dates et les horaires, qui ont été fixés. Donc le webinaire d'aujourd'hui sera disponible en replay, comme, le précédent et nous vous retrouvons bien sûr, vendredi, 24 mars, donc vendredi cette semaine, pour, le webinaire «Mener un projet de coopération pour candidater au programme ESMS» et autrement, nous vous retrouverons également mercredi, de la semaine prochaine et les autres dates suivantes, du cycle de webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, prendre contact avec, l'équipe du collectif ESSI, donc avec, notre chef de projet madame, Stéphanie Savio. Vous avez son mail juste, inscrit juste ici ou alors avec, les chargés de mission, donc madame, Laurie Wagnon qui intervient sur, le secteur du Nord-Pas-de-Calais ou madame, Helleux, son homologue, qui intervient sur, les secteurs de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas également. Et moi, le dernier mot, si je peux me permettre, c'est Allez-y. merci à vous et puis, je réinsiste, mais vaut mieux le faire que de ne pas le faire. Ce guide est extrêmement bien fait, à la portée de tous et j'insiste, téléchargez-le, mettez-le en livre de chevet, peut-être pas, mais ne vous mettez pas la pression, essayez de faire les actions au fur et à mesure et de vous définir un planning finalement. Et il est en tout cas, et j'insiste, extrêmement bien fait et à la portée de tous. Voilà, merci à vous. Merci d'être venu et puis n'hésitez pas à reprendre contact avec les intervenants si vous le souhaitez et le support sera mis à disposition sur, le site internet, il me semble, Gwenaëlle? C'est ça, tout à fait Voilà, donc n'hésitez et pas. nous allons vous l'envoyer également par mail. Donc vous avez tous les supports, toutes les informations qu'il vous faut, donc n'hésitez pas. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.